18h38 de retour dans Punchline sur CNews et Europe 1, toujours avec Patrick Martin-Genier, Rachel Kahn, Jean-Sébastien Ferjou. On a le plaisir d'accueillir Henri Guénaud. Bonsoir Henri Guénaud. On va évoquer d'abord, si vous le voulez bien, ce qui se passe entre Israël et l'Iran. On part sur place, rejoindre notre correspondante, notre envoyée spéciale, Régine Delfour, qui est sur place. Régine, comment ont réagi les Israéliens aux mots assez durs et vigoureux du président Trump qui leur demande de respecter le cessez-le-feu? Écoutez Laurence, les Israéliens sont assez perplexes. Il y a certains qui nous disaient, on a l'impression que Donald Trump se comporte comme un père avec ses enfants, alors que c'est quand même l'Iran qui a violé ce cessez-le-feu, puisque après 7 heures du matin en heure israélienne, il y a eu des alertes sur le territoire israélien. Il y a aussi des Israéliens qui estiment que, et qui soupçonnent surtout, Donald Trump d'avoir négocié avec le Qatar. Il y aurait peut-être des enjeux économiques. Et puis il y a ceux qui pensent qu'en fait Donald Trump, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix, pouvoir dire qu'il a ramené la situation au calme au Moyen-Orient. Mais ce que je peux vous dire quand même, Laurence, c'est que ce soir, pour la première fois, dans les rues de Tel Aviv, nous voyons énormément de monde dehors. Il y a les enfants qui jouent, il y a des gens qui sont aux terrasses de café, les gens ont quand même le sourire aux lèvres et ça fait plaisir. Tant mieux, merci beaucoup Régine Delfour. Fabrice Elsner qui est à vos côtés. Après 12 jours de bombardement, effectivement, si le calme peut revenir en Israël, ce serait formidable. Vous pensez que le cessez-le-feu peut tenir, Henri Guénaud, cette fois-ci, maintenant que Donald Trump a tapé du poing sur la table? Je pense que l'influence de Donald Trump maintenant sur le conflit est quand même très forte. C'est-à-dire que je vois mal les Israéliens délibérément violer le cessez-le-fue à partir du moment où les États-Unis ont adopté cette position. Alors, est-ce que ça répond à une stratégie qui était calculée par avance par Donald Trump? Ça n'est pas sûr, mais ce qui est certain, c'est que si ça fonctionne, il aura réussi à la fois un très beau coup et peut-être mis un terme au conflit. Donc, mais avec un Iran réellement affaibli ou pas tant que ça? Enfin, une république islamique d'Iran, parce que c'est ça la question. Elle est affaiblie, mais bon, personne ne savait non plus si la poursuite des opérations militaires aurait conduit à la chute du régime. Personne ne savait non plus si la chute du régime survenait, ce qui se passerait après. Enfin, le chaos n'était pas sûr, mais il était quand même possible et même probable. Voilà, et puis on a une vision je trouve qu'on parle pas beaucoup de ce qu'est l'Iran. On parle beaucoup, chacun vient sur les plateaux en disant je connais quelqu'un à Téhéran qui me dit que... Bon, beaucoup, enfin on a déjà entendu ça pour la Russie aussi. Moi je me souviens des gens qui disaient... en faisant ça, Poutine a abîmé les intérêts des oligarques et vous allez voir, les oligarques vont s'en débarrasser. Bon, je le sais parce que je connais tous les gens que je connais à Moscou disent la même chose. Bon, il y a quelques oligarques qui sont tombés du balcon par accident, mais eux ils sont plus là. Lui, il est toujours là. Donc, c'est très difficile de savoir ce que pense la population iranienne. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'Iran c'est pas Israël, c'est pas la France, c'est pas une nation, c'est vraiment le produit d'une longue histoire impériale. Et donc il y a beaucoup de minorités en Iran. Il n'y a pas que des Perses. Alors les chiffres sont... Les estimations sont avec des écarts très grands, mais en gros, celles qui considèrent qu'il y a sont le plus favorables aux Perses, c'est 60% de Perses. Celles qui sont moins favorables, c'est moins de la moitié. Donc le reste, ce sont des minorités, parfois très importantes, les Kurdes, les Azéris, les Baloutches, etc. Donc personne ne sait ce qui se passerait si le pouvoir central iranien et le régime actuel s'effondraient. Et personne ne peut mesurer les conséquences, non seulement sur l'Iran même, mais aussi sur l'ensemble de la région. Bon, vous avez des ambitions turques, il y a beaucoup de Turkmènes en Iran. Encore une fois, les Kurdes qui ne sont pas iraniens pourraient très bien... Et la France dans tout ça, Henri Guénaud, qu'est-ce qu'elle pèse, la France? On a entendu Donald Trump dire on n'a même pas besoin des Européens. La France ne Emmanuel pèse Macron rien, suit le l'Europe mouvement. ne pèse rien, Oui, et elle ne s'est pas comportée de façon telle qu'elle puisse peser. Alors d'abord, c'est quand même très difficile de peser quand un axe Netanyahou-Trump se dessine comme
comme il s'est instauré, mais ça depuis très longtemps. Qu'est-ce que la France pèse dans cette affaire et qu'est-ce que l'Europe pèse? Donc, là, Mme von der Leyen a dit l'Europe de la défense s'est réveillée, Henri Guénaud. Oui, ça m'inquiète beaucoup d'ailleurs. Oui, nous aussi, Non, nous aussi, je vous rassure. Ça m'inquiète beaucoup d'abord parce que honnêtement, le problème de la défense européenne, c'est le problème de la défense de chacun des pays européens, des efforts qui sont prêts à faire et des armées qui sont prêtes à se constituer. Bon, mais l'Union européenne, en tant qu'institution, ne peut que, à mes yeux, mettre du désordre et affaiblir les efforts de chacun, parce que on va se battre très longtemps pour savoir ce qu'il faut faire sur la défense européenne, qui va commander, qui va décider, etc. Donc voilà, je pense que la priorité, c'est que chacun se réarme et puis après, que ces armées coopèrent. Voilà, mais sinon, moi j'ai le plus grand doute et les plus grandes inquiétudes sur la défense européenne, si ça doit être une défense intégrée avec un effort très grand de l'Union européenne. Et sachant en plus que l'Union européenne va manquer d'argent. Hein. Là, on voit bien que il y a un débat budgétaire sous-jacent sur le financement du prochain budget européen qui est devenu très très rude, notamment entre les Allemands et nous. Donc si on rajoute une très grosse facture sur la défense, je ne sais pas comment on s'en sort, puisque personne ne veut payer plus, en fait. Exactement. Et ne peut, surtout. Jean-Sébastien Ferjou, pardon, une question à Henri Guénaud. Vous avez le constat du fait que la France, mais comme je crois chacun a pu s'en faire une idée, qui ne pèse plus dans les relations internationales. Mais selon vous, est-ce qu'il faut s'y résigner et puis devenir une espèce de Suisse, par exemple, qui n'éprouve pas le besoin d'avoir un avis en permanence sur tous les conflits de la planète? Ou est-ce qu'il faut quand même essayer de miser sur peut-être l'habileté diplomatique pour garder une influence supérieure à ce que nous pesons réellement? Alors moi, mon idée de la France n'est pas celle d'une Suisse en plus grand, hein, je le dis tout de suite. Et d'ailleurs, la France ne serait plus la France si elle se résignait à un tel destin. Donc, il faut pas s'y résigner, mais pour ça, il faut être capable de définir une politique, de s'en donner les moyens. Alors, la question n'est pas de savoir si... Non, la France, le problème n'est pas de savoir si la France pèse très lourd en pourcentage de la population mondiale ou en termes de PNB. La France ne pesait pas très lourd en termes de population mondiale et de PNB du temps du général de Gaulle. Ça n'empêchait pas la France de garder une influence dans le monde. Bon, simplement pour ça, il faut avoir des dirigeants capables de définir des objectifs, une ligne de conduite, de s'y tenir, d'inspirer la confiance. Voilà. Et c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que on ne sait pas ce que veut la France, on ne sait pas où va la France. Le président de la République change de discours et de ligne entre le matin et le soir, et en ne parlant pas du lendemain. Voilà. Donc plus personne ne sait exactement ce que la France veut, ce qu'elle veut être et comment elle veut peser sur la scène du monde. Alors, il y a aussi en ce moment même, Patrick Martin-Jeannet, le sommet de l'OTAN qui commence, avec les Américains qui disent qu'il faut que tout le monde paye maintenant, il faut que tout le monde passe à la caisse, ce qui est absolument normal. Mais encore une fois, que pèse notre pays au sein de cette alliance ? Que pèse cette Europe de la défense qui n'existe pas? Et est-ce que ce n'est pas au détriment de notre souveraineté nationale? Et je poserai ensuite la question à Henri Guénaud. Alors, nous sommes membres de l'OTAN, le commandement militaire intégré de l'OTAN, que M. Sarkozy avait réintégré, évidemment. Et donc, c'est quelque chose d'important. On a un rôle dans la mesure où nous sommes une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité. Ça ne me fait pas toujours plaisir, moi, qu'on dise que la France ne pèse pas, parce que depuis le général de Gaulle, on a une certaine idée de la France. Mais c'est vrai que vous avez raison sur les dirigeants. Le problème aujourd'hui, c'est la lisibilité de la ligne politique française. C'est vrai que certains ont des difficultés à comprendre la ligne politique diplomatique du président de la République, notamment sur ce conflit important. Rappelez-vous aussi en Ukraine, lorsqu'il était allé voir Vladimir Poutine, puis après il est extrêmement dur vis-à-vis de la Russie. Donc le problème, il faut avoir une certaine constance dans la ligne diplomatique, et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Oui. Par ailleurs, l'Europe est divisée, donc la France a des points de vue, et lorsqu'on regarde la guerre entre Israël et l'Iran, il n'y a qu'un seul chef du gouvernement qui a approuvé en réalité cela, c'est le chancelier Merz,
et Friedrich Merz qui a dit « Je ne regrette pas ces bombardements », le président de la République a dit l'inverse, alors qu'on dit qu'on devait avoir un rapprochement entre la France et l'Allemagne. Et donc voilà, c'est ça aujourd'hui la difficulté sur ce conflit au Proche-Orient. Donc c'est vrai que la division de l'Europe, son incapacité à faire face à ces grands conflits, parce que l'Europe n'est pas compétente en matière d'affaires étrangères. Il y a une politique de coordination, mais ce sont les chefs d'État qui donnent le là. Et voilà, donc on a hésité. Même Keir Starmer, qui n'est pas dans l'Union européenne, le Premier ministre britannique, a dit « Ah, nous ne sommes surtout pour rien dans le bombardement de Téhéran ». La France a dit la même chose. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut avoir effectivement une sorte de constance dans la ligne diplomatique, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui de la France. Henri Guénaud. Oui, je pense que ça montre à quel point il faut éviter de mettre ces questions diplomatiques et militaires trop dans les mains de l'Union européenne. Parce qu'on voit bien que les divergences sont très profondes. Et il y a des raisons. Il y a des raisons historiques pour lesquelles l'Allemagne, traumatisée par le nazisme, la solution finale, elle a une position vis-à-vis d'Israël qui est la sienne, qui ne peut pas être exactement la nôtre. Voilà, pour un tas de raisons. Et je regrette que la France soit fait des allers et retours entre sa position traditionnelle, sa position dans le monde et en particulier au Moyen-Orient, sans effectivement qu'on ça devienne lisible. Donc, on se renie sans pour autant arriver on voit bien, à créer une unité européenne. Cette unité, elle est illusoire, c'est-à-dire, elle ne peut être que le fruit d'un effort permanent, quotidien, mais sur lequel on ne peut pas fonder une ligne politique. Donc chacun doit avoir la sienne, doit chercher à peser dans le monde et pas l'idée d'avoir une sorte de creuset européen qui va institutionnellement arriver à réunir tous ces points de vue me paraît une chimère et une chimère dangereuse. Voilà, je crois que l'Europe sera forte de la diversité de ses volontés politiques, des moyens que chacun mettra dans sa volonté de peser sur les affaires du monde, et pas d'une sorte d'intégration de toutes les politiques diplomatiques et militaires en Europe. Déjà pour l'économie, c'est un casse-tête. On va voir surgir. Quant au rapprochement entre la France et l'Allemagne, je pense qu'on est à nouveau à la veille de grandes divergences entre la France et l'Allemagne, que ce soit sur les questions budgétaires, économiques ou sur les questions de défense. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire un effort constant pour garder un lien étroit avec l'Allemagne. Rachel, une question à Henri Guénaud. Oui, est-ce que vous ne pensez pas aussi, c'est une question en même temps je complète, le fait que l'unité européenne soit extrêmement complexe parce que l'unité à l'intérieur de notre pays est extrêmement complexe. Et est-ce que l'absence de lisibilité au niveau international est au regard du fait que nous avons une société extrêmement fracturée? Et je pense évidemment à Boualem Sansal sur cette question-là. Oui, alors c'est vrai de tous les pays européens, quasiment. Vous regardez la carte électorale dans chacun de ces pays. Si vous plongez dans les analyses sociologiques, c'est vrai des États-Unis, c'est vrai de tous les pays occidentaux. Et en Europe, c'est particulièrement évident. La plupart de nos dirigeants européens sont dans des positions d'ailleurs de légitimité très fragiles aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, en Espagne. Alors l'Italie est peut-être la moins en difficulté aujourd'hui, mais la société, il ne faut pas croire quand même que la société italienne est totalement unie derrière son gouvernement et en particulier en politique étrangère. Bon, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai en Belgique, enfin, vous pouvez faire le tour de toute l'Europe et même en Grande-Bretagne qui n'est pas dans l'Union européenne mais qui est quand même un partenaire très, très important pour nous. La situation du gouvernement, même s'il a une majorité très forte, obtenue d'ailleurs avec des résultats électoraux pas très bons, on voit bien qu'elle est très fragile. Donc oui, c'est vrai que les fractures internes jouent, comme toujours, sur la possibilité de peser sur la scène internationale. Mais il faut quand même se demander si les fractures internes ne sont pas aussi entretenues, instrumentalisées par les dirigeants politiques ou par même toute la classe politique aujourd'hui. Voilà, c'est... je pense que tout le monde n'était pas d'accord avec la position du général de Gaulle dans les années 60 sur la scène internationale. Bon, des gens qui pensaient qu'il fallait être beaucoup plus américain, qu'il ne fallait pas quitter le commandement militaire intégré dans une circonstance qui n'était pas celle d'aujourd'hui, mais essayer d'avoir un équilibre tout en étant fidèle à l'alliance occidentale, d'avoir un équilibre entre les différents blocs. Bon, il n'empêche qu'il y avait une force d'entraînement et de conviction qui d'ailleurs était tellement importante qu'elle a
elle a dessiné la ligne constante de la France jusqu'au, on peut dire, voilà, jusqu'au président Hollande. Alors, il y a une dernière question à vous poser parce que le temps file. Sur la question des retraites, le conclave n'a pas été concluant. François Bayrou est sous la menace d'une motion de censure. Le Parti socialiste a dit en déposer une dans les prochaines heures, prochains jours. Est-ce qu'il y a un risque que le gouvernement soit renversé, une nouvelle instabilité politique, selon vous ? Il y a un risque, mais le risque, il est permanent. Alors après, là, maintenant, ça va dépendre de ce que fera le RN et ne rien du moment que s'interdire choisira Mme Le Pen pour aboutir pour déclencher une crise politique qui peut aboutir à une dissolution. Bon. Mais une nouvelle dissolution, ce serait très compliqué. D'abord, c'est pas elle qui va décider de la dissolution. C'est le président de la République qui décide de dissoudre ou pas. Il peut changer le gouvernement. Mais je pense que le RN, aujourd'hui, est devant la dissolution face à un dilemme quand même. Voilà, c'est est-ce que le moment est venu pour Mme Le Pen de quitter le Parlement s'il y a une dissolution, puisqu'elle ne pourra pas se représenter, ou est-ce qu'elle doit attendre encore un peu. Et en même temps, elle est en face d'un vrai problème vis-à-vis de son électorat, de sa base électorale, pour qui la question sociale est une question très importante, et la question des retraites en particulier. C'est un marqueur pour le Rassemblement national. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette histoire de retraite continue à empoisonner toute la vie publique, et ça tient aussi au fait, à la manière dont ça a été fait. Hein. Le président de la République dit j'ai bien le droit, je le fais, et puis voilà. Tous ceux qui ne sont pas d'accord sont pas raisonnables. Pas seulement 49.3, il y a eu le 47.1 aussi, qui est une énormité, c'est-à-dire qu'on a réduit le temps de discussion de telle façon que jamais l'Assemblée nationale n'a voté sur le projet de réforme des retraites. Et on voit bien aussi que la question sociale, elle est majeure, beaucoup plus que les observateurs, les commentateurs, les chroniqueurs et autres veulent bien le dire. Il y a une question identitaire, des questions culturelles, des questions économiques, et il y a une question sociale qui est explosive aujourd'hui. Là, ça n'est à mon avis, que le petit bout de l'iceberg. Hein. Tout va vraiment bien. Alors, si je vous écoute, mon cher Henri. Ça va se reposer avec le budget. Donc, derrière, on a le budget. Et je ne sais pas comment le gouvernement peut traverser à la fois cette épreuve des retraites et l'épreuve terrible du budget. Double épreuve.